Le soleil n'avait même pas encore effleuré le sommet de la basilique Saint-Martin de Tours que les préparatifs du mariage d'Élise Marceau commençaient déjà à prendre forme. C'était un matin de juin, de ces matins où l'air semble porteur d'une promesse, mêlant le parfum des fleurs fraîchement cueillies à la douce brise de la Loire. Les habitants s'éveillaient lentement, mais au domaine des Marceau, une ancienne demeure en pierre claire entourée de jardins impeccablement entretenus, l'activité battait son plein. Élise, à 27 ans, était connue dans la région pour son élégante simplicité et son sourire discret, presque timide. Fille unique d'une famille traditionnelle, elle avait grandi sous le poids des attentes, exprimées ou non, et avec le sentiment constant qu'on attendait toujours plus d'elle. Ce jour-là, pourtant, la pression était décuplée. Son mariage avec Adrien Chastel, un homme d'affaires prospère du secteur viticole, était considéré par beaucoup comme l'union parfaite entre deux familles influentes de la Loire. Mais derrière les apparences, quelque chose clochait. Pendant que la maquilleuse ajustait l'eyeliner d'Élise, la mariée semblait absente. Ce n'était pas la nervosité habituelle avant l'autel. C'était comme si elle observait son propre reflet avec étrangeté, comme si cette image vêtue de blanc ne lui appartenait pas. La maquilleuse fit mine de ne rien remarquer, mais la mère d'Élise, assise dans un coin de la pièce, perçut la tension et y vit des papillons dans le ventre. Elle tenta d'engager une petite conversation banale, mais la mariée se contenta de sourire et de détourner le regard vers la fenêtre ouverte. Dehors, Luc Moreau, le photographe engagé, disposait son matériel avec la précision d'un professionnel habitué aux événements fastueux. Âgé de 33 ans à l'époque, il était considéré comme un maître de la lumière et de l'instant. Son style, calme et observateur, intervenait rarement dans le déroulement naturel de la scène, capturant des émotions authentiques sans contraindre personne à des poses artificielles. En ajustant la mise au point, il remarqua quelque chose d'inhabituel. La mariée, debout à la fenêtre du premier étage, contemplait le jardin comme en quête d'évasion, non de beauté. Ce n'était qu'un coup d'œil rapide, mais cela m'est resté en mémoire. Les heures suivantes s'écoulèrent au rythme effréné de l'événement. Les invités arrivaient, les fleurs étaient disposées, les serveurs vérifiaient la température du champagne. Adrien, élégant dans son costume sur mesure, circulait avec une assurance si maîtrisée qu'il semblait presque faire partie du décor. Il était impeccable, et il le savait. Contrairement à l'hésitation silencieuse d'Élise, le marié affichait une euphorie contenue, presque théâtrale. À 13h30, 3 heures avant la cérémonie, Luc monta dans la chambre de la mariée pour prendre quelques photos avant de partir. Il frappa à la porte, obtint la permission d'entrer et trouva la pièce étrangement silencieuse. La mère d'Élise n'était plus là. L'assistante maquilleuse était descendue chercher quelque chose dans la voiture. Seule Élise restait, assise au bord du lit, son voile glissé sur le côté et les mains posées sur ses genoux. « Prêt pour les photos ?» demanda Luc sur un ton léger. Elle ne répondit pas. Elle leva lentement le visage, et à ce moment-là, Luc remarqua un détail qui était passé inaperçu pour tous les autres. Ses yeux étaient rouges, non pas à cause de l'émotion, mais parce qu'elle avait retenu ses larmes trop longtemps. Il s'approcha avec prudence, comme quelqu'un qui pose le pied sur un terrain inconnu. « Si vous préférez, je peux revenir plus tard, » proposa-t-il. « Non, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. « Faisons-le maintenant. » Luc prit quelques photos, mais il savait qu'elles n'étaient pas bonnes. Une tension suffocante régnait, une sensation étrange, comme si la mariée était au bord d'un précipice invisible. Sur l'une d'elles, ses mains tremblaient légèrement. Sur une autre, son regard semblait fuir l'avenir. Il n'était ni conseiller ni psychologue, mais un pressentiment lui disait que cette femme ne devait pas être seule à cet instant. Mais avant qu'il puisse poser la moindre question, la porte s'ouvrit brusquement. La mère d'Élise entra en trombe avec un sourire qui paraissait trop grand pour être naturel. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-elle, ignorant la pâleur de sa fille. Il s'est rendu compte que les apparences étaient protégées comme de la porcelaine fine, fragile, mais traitée comme indestructible. Peu après, Luc quitta la pièce et retourna dans le jardin pour photographier les dernières décorations.
En passant devant deux membres du personnel de restauration, il surprit des bribes de leur conversation. Elle me paraît si étrange aujourd'hui. Qui ne le serait pas? Épouser une Chastel, c'est une lourde responsabilité. Ce n'était pas la première fois que l'on évoquait la famille Chastel avec une sorte de respect tendu, presque de crainte. Le patriarche Armand Chastel était connu pour son tempérament inflexible et pour prendre des décisions comme on taille des pierres, sans hésitation, sans jamais reculer. À 14h10, un silence soudain s'abattit sur la propriété. Une des demoiselles d'honneur monta dans la chambre pour voir Élise, mais revint en courant blême. Elle n'est pas là. La mariée a disparu. D'abord, le personnel crut à la panique, puis à une plaisanterie, puis à une erreur. Mais les minutes qui suivirent révélèrent qu'il n'en était rien. Élise Marceau avait disparu sans laisser de traces. Aucun vêtement manquant, aucun mot, aucune trace de passage par la fenêtre. On fouilla la maison, on inspecta le jardin. Le fiancé était furieux. La mère était désespérée. Le patriarche Chastel exigea le silence. Luc, appareil photo en main, observait la scène comme s'il était témoin d'un cauchemar. 3 heures plus tard, le mariage était officiellement annulé. Et pendant 20 ans, personne ne sut où Élise avait été ce jour-là, jusqu'à ce qu'une simple photographie oubliée dans les archives de Luc Moreau révèle le premier indice concret. Dans les jours qui suivirent la disparition d'Élise, Tours fut plongé dans un silence pesant. Malgré les efforts de chacun pour maintenir le cap, l'absence de la mariée planait sur chaque coin de rue, chaque café, chaque conversation étouffée. C'était comme si l'atmosphère légère de la région était enveloppée d'un brouillard fin et tenace. La basilique, où la cérémonie aurait dû avoir lieu, gardait ses portes entr'ouvertes, les fleurs encore fanées sur l'autel dressé à la hâte. Certains passaient lentement, jetant un coup d'œil à l'intérieur, comme s'ils attendaient qu'une explication surgisse du néant. La famille Marceau s'était murée dans sa maison. La mère d'Élise ne parlait à personne. Elle errait dans les couloirs comme un fantôme, incapable d'accepter que sa fille ait pu fuguer de son plein gré. Le père, homme discret et d'un tempérament calme, s'efforçait de supporter la pression constante de la presse locale qui ne cessait de spéculer. Il semblait pourtant en savoir plus qu'il ne le laissait paraître. Son silence relevait moins de l'ignorance que de la prudence. Pendant ce temps, la famille Chastel réagissait à l'inverse. Armand Chastel, le patriarche, ordonna que tout soit contrôlé. Il engagea des gardes du corps, fit pression sur les autorités et veilla à ce que le nom de la famille ne soit pas mêlé aux rumeurs. Son attitude inflexible irrita nombre d'habitants qui murmuraient « Quand on essaie de trop cacher quelque chose, c'est qu'il y a de quoi avoir peur ». Adrien, le marié, se présentait publiquement comme un homme victime d'un destin cruel. Mais ceux qui l'observaient de plus près percevaient quelque chose d'inapproprié dans son comportement. Aucune tristesse sincère, seulement une colère blessée. Parmi eux tous, seul Luc Moreau semblait observer sans porter de jugement hâtif. Le photographe, bien que présent ce jour-là, n'avait jamais vraiment tissé de lien avec la famille Marceau auparavant. Son travail l'amenait souvent à fréquenter des lieux élégants, mais il venait d'un tout autre monde. Il avait grandi en périphérie de Lyon, étudiant la photographie avec du matériel d'occasion, travaillant dans des bars pour payer son loyer et se faisant peu à peu un nom. Ce milieu lui conférait un regard différent de celui des élites. Il voyait des failles là où d'autres ne voyaient que du génie. Luc sentait que quelque chose clochait avec la disparition d'Élise, mais il n'en avait aucune preuve. Il ne lui restait que ce pressentiment troublant qu'il avait éprouvé le matin du mariage, et une photographie dont il n'avait pas encore saisi l'importance. Après l'annulation de la cérémonie, il rangea ses affaires dans son atelier parisien et reprit le cours de sa vie. Peu à peu, l'affaire de la fiancée de Tours disparut des journaux, supplantée par d'autres événements, de nouveaux scandales et des bouleversements politiques. Mais elle ne s'effaça jamais complètement de la mémoire collective de la ville. La France de cette époque était marquée par d'intenses transformations culturelles. Les mouvements sociaux gagnaient en influence,
Les débats sur les inégalités se multipliaient et les médias commençaient à questionner plus ouvertement les personnalités influentes. Malgré cela, certaines familles, comme les Chastel, restaient intouchables. Lors des événements du monde viticole, elles étaient traitées comme des reines. Armand conservait d'importantes relations politiques, tandis qu'Adrien assumait de plus en plus de responsabilités au sein de l'entreprise familiale, se forgeant l'image d'un homme prospère, charismatique et rigoureux. Des années ont passé, 20 années. Durant cette période, Luc acquit une renommée internationale grâce à ses photographies documentaires saisissantes qui capturaient le quotidien de gens ordinaires et leurs souffrances silencieuses. Il s'installa définitivement à Paris, ouvrit une petite galerie à Montmartre et mena une vie discrète. L'affaire de la mariée disparue refait surface de temps à autre sur des forums consacrés aux affaires non résolues, mais sans jamais apporter de nouvelles pistes. Jusqu'à ce qu'un matin ordinaire, en triant de vieux cartons pour un projet rétrospectif, elle trouve un dossier étiqueté « Juin 2005, mariage Marceau-Chastel ». À l'intérieur, des dizaines de photos soigneusement classées étaient rangées. Il commença à les examiner une à une, se remémorant la tension de ce matin-là. Il y avait des images du manoir, des fleurs, des préparatifs, des invités. Mais sur l'une des photos, une photo en apparence banale, quelque chose le fit s'arrêter. Ce n'était ni Élise, ni Adrien, ni la mère de la mariée. C'était un réflexe. À la fenêtre de la chambre, derrière l'image d'Élise regardant le jardin, se dessinait une silhouette, une forme floue, mais clairement humaine, et il n'aurait absolument pas dû y avoir quelqu'un à cet endroit. La photo avait été prise à 13h37, 13 minutes avant la disparition. Luc sentit un frisson lui parcourir les mains. Cette image non seulement ravivait leur liaison, mais replongeait sa vie dans l'histoire d'Élise. Pour la première fois en 20 ans, il comprit qu'il avait peut-être perçu la vérité, sans même s'en rendre compte. Et maintenant, il devait découvrir exactement ce qu'il voyait à travers cette fenêtre, la mariée. La découverte de la photographie obsédait Luc Moreau pendant des jours. Il agrandit l'image à plusieurs reprises, ajusta le contraste, testa des filtres de netteté, toujours avec le même résultat. La silhouette restait mystérieuse, mal définie, mais indéniablement présente. La position du reflet indiquait que la personne se trouvait à l'intérieur de la pièce, quelques pas derrière Élise, dans une zone hors cadre. Le plus troublant était le détail du contour. La personne semblait porter quelque chose de sombre, peut-être un costume ou un uniforme. Mais ce jour-là, seules 3 personnes étaient présentes dans la pièce. Élise, la maquilleuse, et la mère de la mariée. Et aucun d'eux ne portait de vêtements sombres. Luc n'était pas impulsif. Il réfléchissait généralement avant d'agir, mais cette image le troublait viscéralement. Les sensations d'il y a 20 ans, la tension palpable, le regard vide d'Élise, la nervosité silencieuse, revinrent avec force. Et maintenant, il y avait une preuve tangible. Ce n'était pas qu'un souvenir ou un instinct artistique, c'était un fragment de vérité figé en pixels. Convaincu de la nécessité de mieux comprendre ce qu'il avait capturé, Luc décida de retourner à Tours après 20 ans d'absence. À son arrivée, il constata que certaines choses avaient changé. De nouveaux cafés avaient fleuri, des places avaient été rénovées et le nombre de touristes avait explosé. Mais d'autres choses, étrangement, étaient restées les mêmes, comme cette impression que certains noms conservaient une importance particulière. Il se rendit directement à la basilique Saint-Martin où le mariage était censé avoir eu lieu. Il entra, contempla les vitraux, sentit l'écho de ses pas résonner sur les pierres anciennes. Il n'y trouva aucune réponse, seulement de vagues souvenirs d'un jour qui n'avait jamais existé. Ensuite, il traversa les rues jusqu'au domaine Marceau. La demeure était plus délabrée, les fenêtres closes et les jardins à l'abandon. Elle semblait désertée. C'est alors qu'il aperçut une silhouette familière qui fermait le portail latéral. Le père d'Élise, visiblement vieilli, les épaules voûtées et l'air fatigué. Luc hésita, puis s'approcha. « Monsieur Marceau ?» L'homme releva lentement le visage. Son regard,
jadis ferme, semblait désormais voilée, comme alourdie par des années de silence. « Vous êtes le photographe », murmura-t-il, le reconnaissant immédiatement. Luc confirma. Le père d'Élise resta silencieux quelques secondes. Il fixa la rue déserte avant de rouvrir le portail. « Entrez !» Mais je ne vous promets aucune réponse. La maison empestait la poussière et les souvenirs enfouis depuis trop longtemps. Le père conduisit Luc dans une petite pièce où de vieilles photos de famille ornaient les murs. Plusieurs d'entre elles montraient Élise souriant doucement, mais toujours avec une lueur mélancolique dans les yeux. « J'ai trouvé quelque chose que je devrais peut-être te montrer », dit Luc en sortant la photo agrandie de l'enveloppe. L'homme s'approcha lentement. Lorsqu'il aperçut la silhouette se reflétant dans la vitre, il pâlit légèrement. « Je le savais », murmura-t-il, presque imperceptiblement. « Le saviez-vous, monsieur ?» insista Luc. « Qu'elle n'était pas seule dans cette pièce. » La révélation nous a frappés de plein fouet. Le père prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Ma femme disait toujours qu'Élise était simplement nerveuse, mais j'ai vu des signes. Elle se repliait sur elle-même, devenait plus silencieuse. Elle évitait de parler du mariage. Quelque chose la troublait profondément. 2 semaines avant, elle m'a demandé de le reporter. Elle a pleuré. Elle m'a supplié. Mais moi, il ferma les yeux. J'étais un lâche. Je craignais la réaction des Chastel. Luc eut un frisson. La famille Chastel était connue pour son influence, mais il n'avait pas imaginé que cela irait aussi loin. « Et à votre avis, que s'est-il passé ce jour-là » demanda-t-il. L'homme hésita. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je crois qu'elle a essayé de s'échapper, et quelqu'un l'en a empêché. Le conflit commençait à se préciser. Il ne s'agissait pas seulement d'une mariée disparue, il s'agissait de forces puissantes qui préféraient peut-être que certaines vérités restent enfouies. » Luc comprit que sa photographie était plus qu'un simple témoignage. C'était une menace pour ceux qui voulaient figer l'histoire. En quittant le manoir, Luc comprit qu'on l'observait. Une voiture noire garée au coin de la rue semblait le suivre du regard. Il n'en avait aucune preuve, mais il sentait bien que quelqu'un essayait de l'intimider. Il eut un mauvais pressentiment, et la photographie prit une importance encore plus grande. Cette même nuit, dans un petit hôtel du centre-ville, Luc rassembla tout ce qu'il avait, la photo, ses notes, les souvenirs qu'il venait de retrouver. Il décida de partir à la recherche de la dernière personne susceptible de lui apporter des éléments supplémentaires, la maquilleuse du mariage, Camille Duval. La retrouver n'avait pas été difficile. Camille tenait un petit salon de coiffure à Amboise, une ville voisine. Lorsqu'il se présenta le lendemain matin, elle fut surprise, mais l'invita à entrer. « 20 ans !» dit-elle en rangeant nerveusement quelques pinceaux. « Je croyais que le sujet était clos. » Luc lui montra la photo. Les mains de Camille tremblaient. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas qu'un simple mariage. Il y avait trop de gens qui essayaient de contrôler Élise. » « Qui était dans la pièce à ce moment-là, Camille? Qui aurait pu se trouver derrière elle ?» Elle déglutit difficilement. Elle jeta un coup d'œil à la porte pour s'assurer que personne ne l'écoutait. « Il y avait quelqu'un de la famille Chastel à l'intérieur avant mon départ, » a-t-il avoué. « Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. » Luc prit une profonde inspiration. « OMS ?» Camille se mordit la lèvre. Finalement, elle murmura « Le frère d'Adrien, Étienne Chastel. » Le nom sonnait comme une phrase, et à cet instant précis, Luc sut que l'histoire qu'il était en train de déterrer n'allait pas seulement raviver de vieilles blessures, mais aussi mettre toutes les personnes impliquées en réel danger. Pour revenir à ce matin-là à Lyon, alors que tout le monde cherchait désespérément des indices sur l'endroit où se trouvait Claire, un détail est passé inaperçu pendant près de 20 ans. Le photographe officiel du mariage, Étienne Morel, avait pris une série de photos des préparatifs, y compris des images qui, à l'époque, semblaient parfaitement normales. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, en analysant la vieille carte mémoire pour un documentaire sur les mariages ratés, Étienne a remarqué quelque chose qui l'a glacé d'effroi. Sur la dernière photo prise de Claire, elle n'était pas seule. Derrière elle,
Se reflétant dans le miroir du vestiaire, apparaît un homme inconnu, partiellement dissimulé par la porte entr'ouverte. À première vue, il pourrait être un membre de l'équipe, mais personne de ce jour-là ne reconnaît ce visage. Les vêtements n'appartenaient à aucun fournisseur. La photo a été prise exactement 3 heures avant le mariage, peu de temps avant la disparition. Le plus étrange, c'est que dans le reflet, Claire n'a pas l'air effrayée. Elle a l'air parlez-lui. Comme s'il le connaissait, comme s'il avait attendu cette rencontre. Cette révélation change complètement le récit initial, selon lequel elle aurait fui seule, submergée par la nervosité. Désormais, pour la première fois, l'hypothèse se pose qu'elle ne se soit pas enfuie, mais qu'elle ait été retrouvée. En observant la photo agrandie, Étienne remarque un détail que personne d'autre n'avait jamais vu auparavant. L'homme porte au poignet une vieille montre française très particulière, une Lip Nauticski des années 1970. Ce modèle n'était populaire qu'auprès des collectionneurs et des militaires retraités. Intrigué, le photographe confie l'image à un spécialiste de la restauration numérique. Après plusieurs heures de travail, celui-ci parvient à améliorer suffisamment le reflet pour révéler 2 indices supplémentaires. 1. L'homme a une petite cicatrice verticale sur le sourcil gauche. 2. Il tient quelque chose dans sa main droite. On dirait une enveloppe pliée. Mais l'indice le plus frappant apparaît lorsqu'Étienne décide de comparer la photo avec d'autres images du mariage, prises quelques instants auparavant. L'homme dont on aperçoit le reflet apparaît également en arrière-plan d'une photo du parking. Toujours à l'affût, toujours à distance. Et puis vient le coup final. L'un des invités, des années plus tard, en revoyant l'image restaurée, dit reconnaître ce visage, non pas avec certitude, mais avec une étrange familiarité. Il fait une révélation fracassante. Cet homme, je pense que c'est le frère perdu de vue depuis longtemps du père de Claire. Un homme que toute la famille disait mort. Ce nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête initiale. Si cela s'avère vrai, cela rouvre complètement l'affaire. Quand Étienne apporte la photo restaurée au père de Claire, l'atmosphère change immédiatement. L'homme, désormais âgé, pâlit en voyant son reflet. Il ne cherche pas à le nier. N'essayez pas de trouver des excuses. Fermez simplement les yeux et dites à voix basse « Je savais qu'un jour, il reviendrait ». Et puis, pour la première fois en 40 ans, il révèle le secret qu'il avait enfoui. Le frère disparu, Antoine Lefebvre. Antoine était le frère aîné, brillant, aventureux et profondément tourmenté. À 27 ans, il a mystérieusement disparu à la suite d'un prétendu différend familial, impliquant un héritage et des transactions douteuses. Pour préserver la réputation de la famille, ils annoncèrent qu'Antoine était mort accidentellement. Mais la vérité était différente. Il s'est enfui, rompant tous les liens, y compris avec sa propre nièce, Claire, qui n'avait que 7 ans à l'époque. Par conséquent, aux yeux de la police au moment du mariage, Antoine n'existait pas. Il n'y avait aucun enregistrement, cela ne s'était pas produit. Rien ne reliait ce nom à l'affaire. Mais le père de Claire admet quelque chose d'encore plus troublant. Avant le mariage, Claire a reçu une lettre. Je n'ai jamais su ce qu'il contenait. Tout ce que je sais, c'est qu'après l'avoir lue, elle est devenue différente. La lettre provenait d'un expéditeur anonyme. À présent, avec cette photo, tout indique que Claire savait déjà qu'Antoine reviendrait et que leur rencontre 3 heures avant le mariage n'était pas une coïncidence. C'est la première indication que Claire n'a pas fui par peur, mais pour une raison bien plus importante. Quelque chose que la famille a tenté de dissimuler pendant 4 décennies. Après que le père de Claire lui a révélé la vérité, Étienne décide de rechercher l'appartement où Claire vivait avant le mariage. La mariée disparue a laissé peu de choses derrière elle, mais parmi de vieux documents, des reçus et des effets personnels, quelque chose a attiré l'attention. Une boîte mince, scellée avec du vieux ruban adhésif, marquée seulement de la lettre A. À l'intérieur de la boîte, il y avait plusieurs vieilles photos de Claire enfant, une petite chaîne avec un pendentif en forme de clé et en bas, soigneusement plié, sur le papier.
Le papier était jauni, l'encre presque effacée mais restait lisible. La lettre disait « Claire, tu as grandi. Tu es forte, plus forte que quiconque ne l'imagine. Le moment est enfin venu de réparer ce qui nous a été pris. Le jour du mariage, à 10 heures du matin, je serai à l'endroit où tout a commencé. Prenez la clé. 1. Claire avait reçu cette lettre 3 jours avant sa disparition. La lettre A ne laissait aucun doute. Antoine. Mais qu'est-ce que cela signifiait? L'endroit où tout a commencé. En examinant les vieilles photos dans la boîte, Étienne remarque un détail. Plusieurs d'entre elles ont été prises dans le même paysage. Un chalet isolé à la périphérie d'Annecy, dans la région montagneuse de France. Au dos d'une des photos, une inscription manuscrite de la mère de Claire, été 1987, le chalet de la famille Lefebvre. Et là, tout s'éclaire. La clé dans le pendentif est très probablement la clé du chalet. Et l'endroit où tout a commencé, c'est le chalet d'Annecy. Cela change tout. Claire n'a pas fui sans but. Elle se rendit directement au chalet pour trouver Antoine, attirée par quelque chose qu'il avait promis de révéler, un règlement de compte du passé. Pendant 20 ans, personne n'avait fait le lien entre la disparition et le chalet car, officiellement, il était abandonné, fermé à clé et oublié par la famille. Mais aujourd'hui, la vérité commence enfin à se faire jour. Déterminé à découvrir ce qui s'est réellement passé le jour du mariage, Étienne et un enquêteur indépendant se rendent à Annecy, au chalet de la famille Lefebvre, isolé au milieu des pins, sur les rives d'un lac silencieux. À leur arrivée, ils se rendent compte que la maison ne semble pas aussi abandonnée qu'ils l'avaient imaginé. Les rideaux étaient trop propres. Des traces de voitures récentes étaient visibles à l'entrée en terre. Et la serrure, bien qu'ancienne, portait des traces d'utilisation récente. Quand Étienne utilise le pendentif clé trouvé dans la boîte de Claire, la porte s'ouvre avec un léger clic, comme si elle attendait ce moment depuis des décennies. À l'intérieur, le choc. Le chalet était parfaitement conservé. Pas de poussière accumulée, pas un recoin oublié. On aurait dit que quelqu'un était passé par là peu de temps auparavant. Et voici le rebondissement. Dans la pièce principale, sur une table en bois, se trouvait un album. Un nouvel album photo, prise ces dernières années. Et sur ces photos, Claire. Ne pas paniquer, pas kidnapper, non caché. Claire à côté d'Antoine. Claire souriant dans différentes villes de France. Claire posant devant son propre chalet, sur des photos prises au fil des années. Claire était vivante, et il y avait vécu, ou y avait été, bien plus longtemps que quiconque ne l'imaginait. Mais la partie la plus troublante se trouvait sur la dernière page de l'album. Une photo récente, prise quelques mois avant la découverte. On y voit Claire aux côtés d'un homme inconnu, un jeune homme peut-être âgé de 18 ou 19 ans, qui ressemble étrangement à Antoine dans sa jeunesse, et au verso, écrit à la main, « Car lorsqu'ils reviendront chercher la vérité ». C'était comme si Claire avait pressenti qu'un jour, cet album serait retrouvé. Tenant la photo entre ses mains, Étienne sent un frisson lui parcourir l'échine. Le jeune homme assis à côté de Claire ne ressemblait pas seulement à Antoine dans sa jeunesse. Il était pratiquement son sosie. Les mêmes traits, la même forme des yeux, la même façon d'incliner la tête. Le chercheur indépendant recoupe des données biologiques, étudie de vieilles photos de la famille Lefebvre et arrive à une conclusion qu'il est impossible d'ignorer. Le jeune homme ne pouvait être qu'une seule chose, le fils d'Antoine. Mais alors se pose inévitablement la question, enfant de qui? Avec Claire, impossible. Les dates ne correspondaient pas. Avec une autre femme, qui était-ce? Pour tenter de comprendre, il continue de fouiller le chalet. C'est alors qu'il découvre, cachée sous une lame de parquet mal fixée, une vieille boîte en métal fermée par un cadenas. Mais devinez quoi? La même clé du pendentif fonctionne parfaitement. À l'intérieur, il y avait certificats, documents et coupures de presse. Notes écrites par Claire et une enveloppe brune portant l'inscription « Pour le jour où la vérité éclatera enfin au grand jour ».
À l'intérieur de cette enveloppe, la révélation. Un test ADN remontant à 20 ans. Signé et certifié par un laboratoire français. Le résultat, Antoine est le père du jeune homme. Claire n'a aucun lien de parenté biologique avec lui. Mais le père de Claire, lui, oui. Et puis vient le coup dévastateur. Le jeune homme était en réalité le fils illégitime du père de Claire, élevé en secret par Antoine. C'est-à-dire, le jeune homme est le demi-frère de Claire. Cela explique la réapparition d'Antoine. Et pourquoi Claire est allée le rencontrer. Antoine n'essayait pas de l'enlever. Je n'essayais pas de m'enfuir avec elle. Il protégeait son neveu et demandait de l'aide à la seule personne capable de changer le cours de l'histoire, Claire elle-même. Ce jour-là, quelques heures seulement avant le mariage, Claire a tout découvert, et confronté à cette révélation, il prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Alors que toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin, Étienne et l'enquêteur comprennent ce qui s'est réellement passé ce matin de mariage et pourquoi Claire n'est jamais revenue. La lettre d'Antoine, l'album photo, le test ADN, tout convergeait vers un seul point central. Claire n'a pas fui le mariage, elle a fui sa propre famille. Lorsqu'il a rencontré Antoine au chalet quelques heures avant la cérémonie, il lui a révélé la vérité que son père avait cachée pendant des décennies. Le père de Claire avait un fils illégitime, un secret enfoui, capable de détruire la réputation de la famille Lefebvre. À la naissance du garçon, c'est Antoine, le frère éloigné, qui a assumé la responsabilité de l'élever. Il a disparu du monde officiel pour protéger l'enfant. Maintenant que le garçon avait grandi, le père de Claire voulait le récupérer, faire taire Antoine et contrôler le jeune homme. Antoine savait qu'il était en danger, et elle savait que sa seule chance de protéger son neveu était de demander de l'aide à la seule personne qui ait jamais éprouvé de l'empathie pour lui, Claire, sa filleule. Sur les vieilles photos, elle apparaissait toujours proche d'Antoine, sans peur, une enfant qui voyait en lui quelque chose que le reste de la famille ne voyait pas. Claire, âgée de 27 ans et sur le point de se marier, a donc reçu la lettre. Et lors de cette réunion secrète ce matin-là, elle a tout compris. Si elle se mariait, son nouveau mari et sa famille seraient impliqués dans le secret, et le jeune homme, son demi-frère, pourrait devenir une cible. Si elle restait, son père ne laisserait jamais Antoine en paix. Claire a pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle a tout abandonné pour protéger le jeune homme. Il a renoncé à l'amour, à sa famille, à sa propre identité, et a vécu dans l'ombre pour assurer sa sécurité. Et le plus impressionnant, elle n'est jamais revenue, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas que quiconque suive sa trace et mette son frère en danger. L'album l'a clairement démontré. Il déménageait fréquemment d'une ville à l'autre. Il ne restait jamais très longtemps au même endroit. Elle était toujours aux côtés du jeune homme, le guidant, l'éduquant, le protégeant. Sacrifice absolu, silence absolu, tout pour empêcher que la vérité ne tombe entre de mauvaises mains. Fort de tous les éléments de preuve, Étienne et l'enquêteur décident de faire quelque chose que Claire a évité pendant 20 ans, pour rendre la vérité publique. Il pense que le père de Claire étant désormais âgé et le jeune adulte vivant sous sa propre identité, le danger est enfin passé. Mais lorsqu'ils commencent à révéler les informations, un effet inattendu se produit. L'affaire fait grand bruit dans les médias français. La mariée disparue de la vallée de la Loire fait la une des journaux nationaux. Les émissions de télévision, les journaux et les sites web reviennent sur l'affaire. Tout le monde veut savoir pourquoi une jeune femme sur le point de se marier a disparu sans laisser de traces. Les autorités rouvrent l'enquête. La réapparition d'Antoine, que l'on croyait auparavant mort, provoque un véritable chaos juridique. La police cherche à comprendre comment une famille influente a dissimulé un enfant illégitime et une disparition fabriquée de toutes pièces. Le jeune homme protégé par Claire, aujourd'hui âgé de près de 30 ans, voit son visage comparé sur les réseaux sociaux. De vieilles photos, publiées hors contexte, commencent à circuler. Certains internautes remarquent la ressemblance avec Antoine.
La vie anonyme que Claire s'est battue pour lui construire ne tient plus qu'à un fil. Et puis, le plus surprenant se produit. Une femme se présente à la police en affirmant savoir où se trouve Claire. Elle est propriétaire d'une auberge dans un petit village rural de la campagne française. Affiche les registres d'hébergement des 18 dernières années. Une photo, pas un document. Le même visage que la mariée disparue. L'histoire change d'échelle. Tout le monde court vers l'endroit, police, journalistes, résidents, et Étienne, portant avec lui la dernière photo trouvée dans l'album. L'image qui montrait Claire, regardant en arrière, comme si elle savait qu'un jour on la retrouverait. Mais lorsqu'ils arrivent dans ce petit village niché dans les montagnes, le choc final se produit. Claire n'est jamais partie de là. Elle a vécu dans un silence complet pendant 20 ans, à 300 kilomètres du lieu de la cérémonie. L'aubergiste révèle que Claire avait reconstruit sa vie sous un autre nom. Il travaillait discrètement, évitant toujours les photos, les événements publics et les relations. Il n'a jamais rien dit à personne. Toujours calme, toujours observateur, toujours seul. La raison, elle en était certaine. S'il revenait, quelqu'un en paierait le prix. Mais maintenant, alors que la vérité a éclaté au grand jour dans tout le pays, que sa localisation a été révélée et que son frère est enfin sain et sauf, une question demeure. Acceptera-t-elle d'être retrouvée ou bien disparaîtra-t-elle à nouveau, cette fois pour toujours? Quand Étienne arrive au village, il fait déjà nuit. Les ruelles étroites sont silencieuses, éclairées seulement par de vieux lampadaires et la lune cachée derrière d'épais nuages. Une petite auberge apparaît au loin. Rustique, en pierre, avec des fenêtres jaunes qui ressemblent à un phare dans l'obscurité. Le propriétaire le reçoit sans surprise. Elle s'y attendait. Elle t'a demandé d'y aller seule. Le cœur d'Étienne s'emballe. Chaque pas semble plus lourd que le précédent. Chaque pas résonne comme un compte à rebours. Au bout du couloir, la porte entr'ouverte dévoile une pièce simple, et là, assise devant une fenêtre ouverte, contemplant la nuit qui avait changé sa vie 20 ans plus tôt, Claire, plus mûre, plus mince, avec des marques subtiles sur le visage, non pas dues à la souffrance, mais au poids d'une décision absolue. Elle ne sourit pas. Il ne se lève pas. Elle dit simplement, de la même voix douce qu'il y a 20 ans, « Je savais que tu viendrais. » Le silence qui suit est si dense qu'il semble emprisonner l'air dans la pièce. Étienne s'approche lentement. Il ne sait pas s'il doit la prendre dans ses bras, l'accuser, la remercier. Rien de ce qu'il a répété n'a de sens maintenant. Il se retrouve face à face. Deux vies figées dans le temps qui se touchent enfin. Ce que Claire révèle est à la fois bouleversant et libérateur. 1. Elle observait toujours le monde de loin, mais elle n'a jamais cessé de suivre Étienne. Il a vu ses photos primées, ses expositions, son ascension discrète. Savoir qu'il allait bien, c'est ce qui lui a permis de tenir le coup. 2. Elle n'est jamais revenue, car elle savait que son père n'avouerait jamais la vérité. Ce n'est que maintenant, alors que tout est exposé, qu'elle a l'impression de pouvoir respirer. 3. Elle ne regrette rien. Ce n'était qu'un enfant, dit-elle à propos de son frère. Je referai tout. Étienne, la voix tremblante, pose la seule question qui compte vraiment. Et maintenant, tu reviens? Claire hésite. Pour la première fois, elle se sent toute petite face à son propre choix. Puis, au loin, retentit une sirène. Ce n'est pas la police, c'est la presse. Voiture, drone, lumière. Tout le village sait où elle est. Claire a deux options. Descends et affronte le monde, reconstruis ton identité, raconte ton histoire. Ou disparaître une fois de plus, avant l'arrivée de la foule. Elle regarde Étienne. Il a le souffle coupé. Le monde entier semble attendre la réponse. Claire se lève alors lentement, s'approche de lui et lui touche la main. La première fois qu'elle le touche en 20 ans. Et cela dit simplement. Merci de m'avoir révélé la vérité. Maintenant, je peux choisir. Elle passe devant lui. Daté en douceur. Étienne court vers la fenêtre. La rue est déserte. La presse tourne au coin de la rue quelques secondes plus tard. Claire a disparu. Encore. Cette fois, de mon plein gré. Libre, enfin.
sans peur et sans fardeau. L'histoire fait la une des journaux du monde entier le lendemain, mais personne ne la retrouve jamais. La dernière image d'elle enregistrée, la photo floue prise par Étienne il y a 20 ans, celle qui a tout déclenché. La photo qui sera désormais, ironiquement, la seule preuve de son existence. La fuite de Claire, perçue uniquement par les yeux d'Étienne, se transforme en un séisme national. En quelques heures, le village où elle se cachait depuis 20 ans devint le théâtre d'un véritable chaos. Voitures de police, drones, journalistes, curieux et même influenceurs tentant de diffuser en direct la moindre trace du moment où la mariée française disparue aurait soi-disant réapparu avant de disparaître à nouveau. Les médias français, avides d'histoires à sensation, transforment Claire en mythe instantané. 1. Le pays entre en frénésie. Les principaux journaux affichent des titres tels que « Elle existe », mais elle est toujours en fuite. La mariée fantôme de France réapparaît après 20 ans. Qui est vraiment Claire Lefebvre ? Les chaînes de télévision lancent des émissions spéciales, des enquêtes, des reconstitutions animées et des interviews de psychologues, de sociologues, de spécialistes des personnes disparues et d'anciens détectives. Certains prennent la défense de Claire. D'autres l'accusent. Tout le monde souhaite avoir un public. Sur les réseaux sociaux, les hashtags explosent. Onde está Claire, la mariée de la vallée. 20 anos, de poids des influenceurs commencent à visiter le village pour tourner des vidéos à sensation. Les habitants se plaignent des touristes qui saccagent les jardins et tentent de pénétrer dans les maisons abandonnées. 2. Le gouvernement et la police entrent en scène. Cette réapparition soudaine oblige la police française à rouvrir officiellement l'enquête. Il est impossible de garder des secrets, tout est public maintenant. Les équipes d'enquêteurs réexaminent d'anciens dossiers, analysent les caméras, les billets de bus, les sentiers forestiers et les sorties de gare. Ils ont retrouvé tous les témoins qui affirmaient avoir vu Claire au fil des décennies, de la campagne normande aux Pyrénées. Presque tous les indices sont faux, fruits de l'imagination, du hasard ou du sensationnalisme. Mais une chose impressionne les enquêteurs, Claire savait vraiment se cacher. Elle disparaissait avant même que quiconque ne remarque sa présence. Cela témoigne de préparation, d'intelligence et d'une capacité presque artistique à vivre dans l'ombre. 3. Étienne au cœur de l'ouragan. Pendant ce temps, Étienne se retrouve submergé d'interviews, d'invitations, de producteurs insistants et de chaînes de télévision internationales proposant des sommes absurdes pour une simple déclaration exclusive. Il les rejette tous. Pour lui, il ne s'agit pas de faire des profits. C'est une plaie ouverte. Des photographes célèbres le contactent pour lui proposer d'exposer l'album photo qu'ils ont trouvé. Il refuse. Des journalistes demandent à consulter les lettres. Il refuse. Des producteurs de plateformes de streaming veulent réaliser un documentaire mondial. Il refuse. Ce qui l'effraie le plus, ce n'est pas la célébrité soudaine, mais le sentiment constant que Claire, quelque part, observe tout se dérouler, et peut-être, une fois de plus, s'enfuir à cause de lui. 4. Théorie du complot et faux témoins. Internet, animé par la curiosité et le chaos, fait sa part. Certaines théories suggèrent que Claire est décédée il y a des années et que quelqu'un utilise son identité. D'autres suggèrent que Claire a participé à des opérations gouvernementales clandestines. D'autres affirment qu'elle a fui pour protéger un secret bien plus important, impliquant l'élite française. Les vidéos sensationnalistes accumulent des millions de vues. Les influenceurs engagent des experts pour interpréter la photo floue de Claire, affirmant qu'elle a cligné des yeux en morse, demandant de l'aide. Tout cela est complètement absurde, plus viral. De fausses alertes apparaissent déjà aux quatre coins de la France. De Marseille à Lille, de Bordeaux à Strasbourg. L'une d'elles montre une femme marchant sous la pluie, portant une capuche. Internet désigne Claire comme telle. Quelques heures plus tard, on découvre qu'elle est professeure de littérature et qu'elle rentre de l'école. L'hystérie collective se poursuit. 5. La pression devient insupportable pour Claire. Pour la première fois en 20 ans, son anonymat est compromis.
Des experts analysent les schémas d'évasion, changements d'adresse fréquents, emplois courts et discrets, absence totale dans les documents publics. Ils en concluent que Claire est toujours en vie et qu'elle observe probablement tout depuis un endroit isolé. Si elle avait vécu pour protéger son frère, aujourd'hui, c'est votre propre liberté qui est en jeu. 6. Le monde veut Claire, mais Claire ne veut pas du monde. La pression s'accentue au point que le ministère de l'Intérieur a publié une déclaration affirmant que la priorité est désormais de protéger l'intégrité et la santé mentale des citoyens impliqués dans des affaires publiques très médiatisées. Traduction. Ils craignent que Claire ne commette un acte désespéré si elle est acculée. Mais personne ne parvient à la retrouver. Même pas Étienne. Et puis, au milieu de cette tourmente, une nouvelle pièce du puzzle apparaît. Le drone d'un journaliste amateur capture une image sur une route de campagne à l'aube. Une femme qui marche seule, un sac à dos léger, d'un pas calme, sans se retourner. L'image devient virale, instantanément. Et tout le monde se demande, est-ce Claire, ou n'est-ce qu'une autre ombre créée par le désir collectif de la retrouver? Les recherches d'Étienne le mènent à Madame Roux, l'ancienne propriétaire du chalet abandonné où Claire aurait trouvé refuge quelques nuits. Aujourd'hui, à presque 90 ans, elle vit dans une maison de retraite et reçoit rarement des visites. Mais à la vue de la photo de la mariée, ses yeux s'illuminent d'une reconnaissance immédiate. Elle raconte qu'à cette époque, une jeune femme vulnérable a frappé à sa porte pour demander l'asile. Elle est restée là en silence pendant 3 jours, parlant à peine. Mais ce qui intrigue le plus Étienne, c'est ce qu'elle dit ensuite. Elle ne fuyait pas un homme, elle fuyait la vérité. Avant de mourir, Madame Roux a laissé à Étienne une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouve un vieux cahier, recouvert d'un tissu bleu délavé. Les pages sont presque décolorées, mais encore lisibles. Voici un extrait du journal intime de Claire, pour les jours qui ont suivi sa disparition. Elle décrit la peur, le doute, la culpabilité, mais ne cite jamais de nom. Il ne parle que d'une ombre qui est revenue et d'un pacte rompu des décennies avant ma naissance. À la fin du carnet, il y a une seule note écrite à la hâte. Je ne peux pas les laisser découvrir ce lien. Mais elle n'explique pas quel est ce lien, ni avec qui. Au fond de la boîte, Étienne trouve une lettre pliée plusieurs fois, jamais scellée, jamais envoyée. Elle était destinée au fiancé de Claire, écrite quelques heures avant sa disparition. La lettre commence sur un ton affectueux, mais change rapidement de ton. Claire confie avoir découvert quelque chose de choquant au sein de sa propre famille, quelque chose qui rendrait le mariage impossible et mettrait tout le monde en danger. Elle écrit « Si je reste, quelqu'un va mourir. Et si je pars, peut-être me détesterez-vous, mais vous serez en vie. » La lettre s'achève abruptement, l'encre bavant, comme si elle avait été interrompue au tout dernier moment. Parmi les pages volantes du journal intime, Étienne trouve un mot maintenu en place par un trombone rouillé. Ce n'est qu'une feuille de papier déchirée, avec un seul nom écrit en haut, mais complètement barré avec une telle force qu'il transperce presque le papier. Même avec un éclairage latéral, il peut encore identifier certaines lettres. Le nom commence par A et se termine par N. En consultant les anciens registres de la famille de Claire, Étienne ne découvre qu'une seule personne présentant ce schéma. Adrien. L'oncle qui est décédé il y a 40 ans. Mais pourquoi Claire aurait-elle effacé son nom dans un tel accès de rage? Et pourquoi craindriez-vous une connexion? En consultant les dossiers de police de l'époque, Étienne découvre ce qui n'avait jamais été rendu public. Adrien n'était pas mort. Il avait été accusé d'être impliqué dans une disparition survenue des années auparavant, mais l'affaire avait été étouffée par sa propre famille pour éviter le scandale. Des témoins de longue date révèlent qu'Adrien avait une obsession morbide pour la protection de certaines femmes de la famille. Et Claire, en enquêtant sur le passé de son mariage, a dû découvrir cette vérité cachée. Le plus troublant, les archives montrent qu'Adrien est réapparu en France précisément le mois de son mariage. Il était là, et Claire le savait. À l'intérieur du journal intime, plié entre 2 pages presque détachées, Étienne trouve une vieille carte de la Bretagne, couverte de notes manuscrites de Claire.
3 points sont marqués par des cercles rouges, et ils sont tous reliés par une ligne irrégulière. Le premier point est le chalet où Claire s'est cachée. Le second est un phare hors service depuis des décennies. Mais le troisième lieu mérite d'être souligné. Une minuscule île rocheuse et inhabitée, accessible uniquement à marée basse. À côté du dessin de l'île, Claire a écrit « Si quelque chose m'arrive, commencez ici ». Qu'a-t-elle laissé là? Guidé par la carte, Étienne arrive sur l'île isolée à marée basse. Il traverse l'étroite bande de sable, tandis que le vent froid breton lui fouette le visage. Lorsqu'il atteint l'endroit indiqué par Claire, il découvre une petite crevasse entre les rochers, profonde, sombre et naturellement protégée de la pluie et des intempéries. À l'intérieur, enveloppée dans du vieux plastique, se trouve une épaisse enveloppe contenant des documents, des photos et une dernière lettre écrite par Claire il y a 20 ans. Elle révèle toute la vérité. Adrien n'était pas qu'un parent instable. Il s'était éloigné de sa famille après avoir commis des crimes impliquant des femmes de son entourage, toujours en secret pour éviter le scandale. Lorsque Claire a annoncé ses fiançailles, il est réapparu, déclarant qu'il devait la protéger du destin de sa famille. Claire a découvert qu'il l'observait depuis des mois et qu'il préparait quelque chose de terrible pour leur nuit de noces. La fuite était la seule option pour sauver le marié. La lettre se termine ainsi. « Je n'ai pas disparu par peur. J'ai disparu par amour. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai survécu. Mais je dois rester à l'écart. Ne me cherchez plus. Vous avez déjà trouvé la vérité. » À l'intérieur de l'enveloppe, la dernière photo, Claire, souriant discrètement, sur une plage lointaine, vive, libre, et toujours cachée par le destin même qu'elle a choisi.